Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ta race, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Et bien ici, comme d'habitude, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, de juifs, de musulmans, et tout ça sans complexe. Alors aujourd'hui, on vous propose d'aborder dans Kiffe ta race un sujet qui m'est cher, car je le vis assez quotidiennement. Et j'avais très envie de partager avec vous mes expériences pour en parler ensemble, et aussi peut-être échanger des tuyaux et, soyons folles, trouver des solutions. Il s'agit du thème de nos enfants face au racisme à l'école, un sujet qui est douloureux parce qu'en tant que parents, on veut bien sûr le meilleur pour nos enfants et entre autres qu'ils échappent à un tant soit peu aux tourments qui nous ont chagrinés dans notre propre enfance. Et là, en matière de racisme, c'est un peu le fail total. Parce que si j'ai espéré fort que ce serait les Ching Chang Chong, les Shintok et autres gestuelles malheureuses à base de yeux bridés que j'avais subies avec amertume dans la cour de l'école, j'ai hélas constaté que 30 ans après, mes enfants sont rentrés les larmes aux yeux pour les mêmes raisons. Alors qu'avons-nous fait, qu'avons-nous pas fait pour que rien ne change ? Eh bien, pour répondre à cette question, en tout cas pour en discuter, nous avons le plaisir de nous retrouver en famille aujourd'hui et de recevoir à nouveau Faiza Guène. Bonjour. Romancière à succès et avec beaucoup de talent. On ne te présente plus, hein, tu es autrice. Tu es autruche. Tu es autrice de plusieurs œuvres, dont 5 romans traduits dans le monde entier. Merci d'être revenue nous voir, Faiza. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir de revenir. Ravi de t'avoir avec nous. Et alors, dans Kiffe ta race, on a le même rituel que quand t'es venue. On demande aux personnes de se situer sur le plan racial. Est-ce que toi, Faiza, comme tu nous avais expliqué il y a maintenant 1 an, es-tu toujours une femme arabe ? Toujours, ouais. Tu sais que c'est plus trop à la mode. Je sais, écoute, je me sens toujours un peu comme ça. Peut-être que si je reviens dans une prochaine émission, ça aurait évolué. Pour le moment, je me définis toujours comme ça, ouais. Et d'ailleurs, je voudrais dire que l'épisode que tu avais fait avec nous pour la première saison, ça s'appelait La panthère, la geisha et la gazelle. Enfin, pas dans cet ordre-là, mais bon. Et bien, ça faisait partie des épisodes les plus écoutés de la saison 1. Eh ben, génial, c'était un sujet qui était excellent. On m'en a beaucoup parlé, moi aussi, de ce podcast. Ah, super. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup de retours et beaucoup de personnes qui sont identifiées aussi au récit qu'on avait fait de nos expériences. Alors, on parle d'école. Grace a parlé de ce qu'elle a pu vivre, qui a aussi été vécu 30 ans plus tard par ses enfants. Est-ce que toi, si on rapporte la question de l'école aux représentations, aux questions raciales, tu as des souvenirs personnels que tu associes justement à cela, des souvenirs d'école ? En fait, l'école, ça a été pour moi vraiment le lieu où j'ai découvert comment j'étais perçue par les autres. Et je fais la différence entre ce que je trouve qui est un apprentissage normal, c'est-à-dire comprendre la différence quand on est à l'école, qui n'est pas la même chose que vivre le racisme et subir en fait le rejet et l'exclusion. Et normalement, dans un monde parfait, les enfants ils découvrent la différence, qui est plutôt quelque chose de positif. Et malheureusement, nous, en tout cas, dans les années 80, on a eu affaire assez vite, je trouve, assez tôt dans notre parcours scolaire. Je dis nous, je pense que vous êtes concernées aussi, les filles, donc je me permets de faire face en fait à une forme de rejet, d'exclusion qui était liée à notre statut ethnique. Et donc, je partage ton sentiment, Grace, parce que vraiment, c'était pour moi une vraie peur que ma fille elle soit confrontée à ça. D'autant qu'il y a des choses auxquelles je ne peux pas forcément répondre. En tout cas, je me sens assez démunie parce qu'on ne renvoie pas la même chose, entre guillemets, elle et moi. Ma fille, elle est métisse, donc c'est encore une autre problématique. Et parfois, j'ai l'impression que je ne peux pas complètement répondre à certaines de ces questions parce que je ne suis pas tout à fait dans la même expérience qu'elle. Tu veux dire métisse noire ? Ouais. C'est vrai que c'est délicat parce que ça pose des questions qui sont différentes des miennes déjà. Donc ça me met en situation encore plus ouais, ça me perturbe davantage même. Et est-ce que toi, quand tu étais petite, moi j'ai des souvenirs vraiment d'école où je me rappelle, j'ai pas d'exemple précis, mais je me rappelle vraiment tout au long de mon cursus scolaire, avoir vraiment ressenti cette honte très diffuse de mes origines, de rejet, de mon héritage culturel, de toujours de me sentir moins bien que les autres. Voilà, vraiment, ça c'est, alors, je sais plus exactement, mais c'est des petites phrases, quand les gens se tiraient les yeux pour se dire qu'ils me ressemblaient, que toutes ces choses-là, elles ont contribué à me faire, à un mal-être, en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à m'en défaire. Est-ce que toi, tu as des exemples ou est-ce que tu as quelque chose par rapport à ton passé ? Moi, quand tu m'as dit le sujet de l'émission d'aujourd'hui, là,
le premier souvenir que j'ai, un souvenir vraiment ancien, parce que je crois que j'étais encore en maternelle, donc c'est vraiment, et c'était hyper frais dans ma mémoire, il était lié à ma langue, parce que moi j'ai été donc élevée par ma mère qui était arabophone, et on sortait très peu, on n'avait pas du tout d'activité en dehors de la maison, donc je ne voyais que mes parents, et ils ne me parlaient qu'arabe à la maison, et je ne savais pas dire à la maîtresse, genre en première année de maternelle, que j'avais besoin d'aide pour faire mes lacets. Et donc j'essayais de lui dire et je savais pas dire aidez-moi à lasser mes chaussures, et je me suis fait disputer parce qu'en fait j'ai juste levé mon pied et j'arrivais pas à le dire, et c'est un truc qui m'a vraiment marqué parce que là c'est lié à la langue, c'est pas enfin et donc elle m'a engueulée et ça m'avait fait un truc genre ça c'est hyper c'est dans ma construction là, c'était le truc le plus violent parce qu'en plus ça venait de la maîtresse. Ouais, c'était un sentiment d'injustice que t'as. Bah ouais, parce que je voulais lui prouver ma bonne foi. Parce qu'elle m'a engueulée parce que je levais mon pied comme si j'étais en mal élevé, t'es mal élevé, ouais. Et sauf que je voulais juste lui demander de l'aide, quoi. Donc c'était vraiment un truc qui était assez violent et ça m'a vachement marqué. Moi, le souvenir que j'ai, après c'est un truc vraiment très générationnel, mais je pense que toi t'es un peu jeune peut-être pour t'en souvenir, Faiza, mais tu te souviens du bicentenaire de la Révolution ? Ouais. Moi, je me souviens, en fait, voilà, bicentenaire de la Révolution, 1989, tous ceux qui étaient à l'école primaire ont dû faire un spectacle, un machin, ouais, etc. C'est vrai, ça, ouais. Le truc de qui était Marie-Antoinette. Mais c'est-à-dire, je pense que tous les Noirs et les Arabes et les Asiatiques de France ont fait le tiers-état. C'est-à-dire qu'il y avait un truc automatique de tu ne peux pas être dans la cour du roi. Ouais. Et en fait, on s'est tous retrouvés en mode tiers-état. Je trouvais que c'était hyper violent parce qu'à aucun moment, tu ne pouvais envisager d'être un personnage prestigieux de l'histoire. Tu étais forcément dans la masse indistincte des gens qui faisaient la Révolution et qui étaient mal habillés. Parce qu'en plus, il y avait le truc des sapes et tout, tu vois. Et c'est vrai que ce truc-là de représentation et de où t'étais dans l'histoire de France, c'était hyper violent. Parce que toute la France était au diapason de ce bicentenaire. Et toi, t'avais la conscience du fait qu'en fait, à l'époque, a priori, t'existais pas trop. En tout cas, on considérait que tu n'existais pas. Et que quand il fallait raconter à nouveau cette histoire-là, t'étais du côté des gueux, quoi, et qui étaient tous indifférents. Et moi, ça m'avait vraiment... Parce qu'en plus, mes deux meilleures amies, c'était voilà, Jennifer et Isabelle, et elles, c'était évident qu'elles seraient soit Marie-Antoinette, soit dans la cour, soit... En cas, ce seraient des personnages avec des noms et des prénoms. Parce que nous, on ne pouvait pas... ce pourquoi nous, on ne pouvait pas avoir de luxe. Et je trouve que ce truc-là, de la représentation du spectacle de fin d'année, c'est aussi très, très difficile pour les enfants. Symboliquement, c'est assez hard, ouais. Et en plus, c'est hyper paradoxal parce que autant on n'a pas de place dans la représentation nationale de l'histoire du récit, et dès qu'on parle d'un continent en particulier, par exemple moi c'était l'Asie, tous les regards se tournaient vers moi. Et quand on parlait par exemple, je sais pas, du Vietnam, tu vois, alors que je ne connais pas du tout le Vietnam, mes parents sont pas vietnamiens, et dès qu'on faisait histoire géo, tu vois, je craignais vraiment qu'il y ait un truc lié au continent et que du coup je puisse pas... je sois, je sais pas, ciblée d'office et qu'on me dise mais qu'est-ce que t'en penses toi et représentante de tout un continent, je ne savais pas quoi dire puisque je n'avais aucune idée. Ouais, t'avais pas d'expertise particulière juste parce que t'étais asiatique, quoi. Mais c'est vrai que ces trucs-là de l'histoire aussi, comment elle se raconte et comment tu vis. Moi, je me souviens quand on avait fait... Charles Martel a arrêté les... Parce que moi, je suis dans un contexte où il y avait plein d'Arabes et j'ai entendu comme par hasard. Les gens étaient tellement énervés que Charles Martel ait arrêté les Arabes à Poitiers. Enfin, c'était marrant de voir comment c'était vécu aussi dans la classe, le côté hyper complotiste, quoi. Genre, bah oui, évidemment, il les a arrêtés. Enfin, c'était rigolo. Non, mais tu vois, le truc de l'histoire, justement, parce que t'attends avec impatience qu'il y ait quelque chose qui te concerne. Et même si c'est maladroit, c'est toujours mieux que d'être ignoré, d'avoir l'impression d'être à côté de... Bon, je pense que les cours d'histoire, c'est particulier, tu vois, c'est un peu ce que tu racontes sur l'Asie. C'est un peu comme quand on parle de la guerre d'Algérie, qu'on est au collège. Ah ben non, on parle pas trop de la guerre d'Algérie, mauvais exemple. Mais bon, c'est vrai qu'on est dans un truc après où... je sais, moi, sur l'adolescence, par exemple, j'étais moins en marge que dans la petite enfance, que j'avais changé d'école. Donc, je suis passée d'une école de centre-ville à une école de quartier qui était beaucoup plus dans le hood. Donc, il y avait plus du tout des gens qui ne me ressemblaient pas. Là, j'étais plus du tout en marge. Et j'ai été hyper heureuse à ce moment-là parce qu'il y avait plein de gens qui me ressemblaient. Donc, j'étais plus du tout la minorité. Et ça n'a plus été avec mes camarades, où il y avait ces relations qui pouvaient être compliquées pour moi. Mais c'était avec les profs, du coup. Et là, c'est une autre paire de manches parce qu'on est vraiment dans un contexte où c'est l'école de quartier, où il y a des gros problèmes de discipline et de moyens, etc. Et là, d'un coup, on se sent plus à l'aise avec les autres parce qu'on se ressemble, en fait, et qu'on a des codes communs, etc. Par contre, on est
tous ensemble contre le reste du monde, quoi. Il y a un truc un peu de violence parce qu'on est dans un enfermement. Et là, c'est autre chose. Tu as mis le doigt sur deux choses qui sont vraiment importantes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le racisme à l'école, il peut venir des autres, c'est-à-dire nos pères. Alors on dit souvent, tu vois, que les enfants sont cruels entre eux, qu'ils sont sans filtre, qu'ils sont innocents et purs, donc en fait qu'ils ne voient pas les différences. Mais en vérité, moi, c'est mon avis en tant que maman. J'ai 3 enfants qui sont en âge d'être à l'école. J'en ai 2 en primaire et une au collège. C'est qu'en fait, pour moi, les enfants sont des éponges et en fait ils reflètent notre société, et notre société a été bâtie sur des siècles de domination, voilà. Et donc forcément le fait de dire ils ne voient pas les différences, je trouve que c'est faux. Je pense que très tôt nos enfants voient leur différence, la différence des autres, et que comme on dit, tu vois, les enfants ne tombent pas loin de l'arbre, hein, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression qu'ils voient très tôt les races sociologiques, et donc les origines, c'est quelque chose qui est très présent dans la cour d'école. Alors moi j'ai mes enfants qui sont d'origine asiatique, enfin qui ont des origines asiatiques visibles, donc j'ai déjà eu de la part d'autres enfants, enfin mes enfants m'ont raconté que d'autres enfants leur avaient dit qu'ils étaient chinois, qu'ils sont tirés les yeux, voilà, ça c'est quelque chose qui... Mais je sais aussi que d'autres enfants, les enfants noirs, on leur dit souvent, c'est des choses qu'on m'a rapportées, la peau couleur caca. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Et dit oui, bah toi, ta peau, c'est couleur caca. Et je crois que aussi aujourd'hui, et je pense que c'est un truc qui change depuis notre génération, il y a beaucoup de réflexions sur la grossophobie. C'est-à-dire les enfants qui sont en situation de surpoids, il y a aussi un vrai mal-être par rapport à ça. Et souvent, c'est lié à une certaine classe sociale, parce que... c'est aussi un accès au bien-être qui ne leur est pas permis. Est-ce que toi, dans la cour d'école de ta fille, c'est quelque chose que tu as remarqué, ou est-ce que tu as rapporté ça à elle ? Moi, je sais que par exemple, dans la classe de ma fille, là, cette année, elle n'est pas en minorité, parce qu'elle est dans une école de quartier aussi, elle est dans une école où il y a, par exemple, beaucoup de petites filles noires. Et donc, c'est une autre problématique qui se pose, parce que, par exemple, il y a une fille blanche dans la classe qui a les cheveux lisses, et toutes les petites filles noires, elles disent la chance. Tu vois, c'est plutôt... En fait, moi, je suis dans une problématique avec elle où je suis presque en survalorisation pour compenser. Il y a un phénomène de groupe, tu vois, qui, plutôt que de se valoriser entre elles, eh ben, elles reproduisent en fait ce que tu dis, c'est-à-dire ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe dans la société en général. C'est-à-dire que même si elles sont 18 petites filles noires avec les cheveux crépus et qu'il y a une petite fille blanche avec les cheveux lisses, c'est elle la plus belle de la classe. Tu captes, il y a ce truc-là qui me terrifie, parce que je me dis, elles reproduisent un schéma qui est ambiant et qui... Donc moi, de mon point de vue maintenant, c'est pas parce qu'elles sont exclues ou qu'elles sont en marge, c'est encore plus, pour moi, dur à accepter en tant que mère, c'est qu'elles ont intériorisé des choses et que je dois lutter contre ça, et je trouve ça hyper dur, quoi. Je trouve ça extrêmement violent. Mais c'est ce que tu disais, Grâce, sur le fait qu'effectivement, a priori, les enfants, s'ils n'ont pas d'environnement, ils n'ont pas de réflexe raciste, mais qu'en fait, ils interprètent des traits ethniques. C'est-à-dire que finalement, avoir une couleur de peau noire, avoir des traits asiatiques, ça n'a aucun sens si tu ne leur donnes pas une interprétation sociale. Et cette interprétation, c'est forcément un apprentissage. Un apprentissage qui est lié non seulement à leur famille, mais aussi aux médias, aux livres, et même dans les ouvrages scolaires. Hein. C'est ce que disait Lilian Thuram, tu vois, il est né en Guadeloupe, il est venu en France, je crois, à l'âge de 9 ans. Et en fait, avant d'être en France hexagonale, en Guadeloupe, ils disent la France pour dire la France hexagonale. Donc, c'est marrant, parce que nous, on conçoit la France comme cette espèce de territoire multicontinental. Donc, quand il est arrivé en région parisienne, eh bien, c'est là qu'il s'est découvert noir. Et du coup, il disait que le choc qu'il avait eu à l'école, c'est de se voir apparaître pour la première fois dans une condition d'esclave. Et ça, c'est hyper violent. C'est-à-dire que tu n'existes pas historiquement, et le jour où on t'apprend ton existence, c'est pour te dire que tu as été dominé, enchaîné, et du coup, il y a pas forcément, c'est très difficile de se valoriser aussi quand les récits finalement ne te racontent pas à travers quelque chose de valorisant, ou à travers une contribution possible au récit national, mais une contribution positive, pas uniquement comme victime. Et ce que je trouve aussi malaisant, moi, c'est que parfois quand j'en parle avec d'autres parents, il y a forcément, il y a une négation du racisme. C'est-à-dire que il y a d'autres parents qui vont me dire oui, par rapport aux cheveux, ce que tu disais, Faiza, cette idée que on veut toujours ce qu'on n'a pas, tu sais.
genre t'as les cheveux lisses, tu voudrais des cheveux bouclés, et t'as des cheveux bouclés, tu voudrais des cheveux lisses. Et c'est pas ça, en fait. La réalité, c'est pas juste genre t'es blonde, tu veux devenir brune, parce qu'en fait, ça va pas dans ce sens-là. J'ai jamais entendu parler d'une fille blonde qui voulait devenir brune, en tout cas à cet âge, enfin aussitôt. Ou une personne, parce que tu veux des cheveux bouclés, ok, mais est-ce que tu veux des cheveux crépus? Enfin, c'est pas... Non, mais déjà, tu vois, c'est pas la même question, quoi. Et du coup, tu veux bronzer, ouais, mais est-ce que tu veux devenir noir? Tu vois, il y a un côté esthétique qui transforme légèrement, et après, il y a un autre côté qui te transforme socialement. Et personne ne veut ça. Dont personne ne veut. Ça. Bah, bien sûr. C'est la phrase, là. Tu sais, aux États-Unis, ils disent tout le monde veut être noir, mais personne ne veut être un noir. Grave. Et c'est ça, c'est que tout le monde a envie d'être stylé, machin, hip-hop et tout, mais personne n'a envie d'avoir la vie qui va avec. Exactement. Ouais, mais tu vois, sur la question de la transmission, moi, je me pose maintenant la question de la conviction. Parce que, est-ce que moi, j'ai envie, je peux pas dire quelque chose à ma fille, je peux pas lui tenir un discours auquel moi-même je ne crois pas. C'est-à-dire que je ne crois pas au discours auquel j'ai cru quand j'étais enfant, c'est-à-dire le discours de l'égalité, où, évidemment, quand t'as 10 ans, tu te rends pas compte de la réalité sociale. Et on est tous pareils. Et oui, effectivement, tout le monde veut ce qu'il a pas. Donc, ça mettrait tout le monde sur un pied d'égalité. Je peux pas raconter ça à ma fille. Moi, je peux pas lui mentir. Je peux pas lui dire, t'auras forcément le même avenir prometteur que ta petite copine à côté, parce que je peux pas mentir. Je peux pas transmettre quelque chose auquel, si moi j'ai pas la conviction. Et donc, ce qui est compliqué pour moi, c'est d'être juste et de la laisser être une enfant, en fait. Tu vois, à quel moment, nous, on était dans une forme de déni aussi, parce qu'on n'avait pas forcément les informations, on n'était pas encore éveillés à certaines choses, on était encore en train de résoudre les questions on s'affranchissait de certaines croyances qui ont été transmises par nos parents, par une autre époque où il y avait des choses qui se passaient qui étaient invraisemblables et qu'on n'accepterait pas aujourd'hui. On a mis du temps à comprendre. Maintenant, on est parents, et donc on se pose la question de ce qu'on va transmettre à nos enfants. Et à ce moment-là, tu te rends compte que c'est radical, c'est-à-dire que c'est presque pessimiste. Moi, des fois, je me dis, purée, mais comment je vais faire pour qu'elle croie encore à ce monde qui tienne debout? Parce que, en fait, j'ai envie de la préparer. Ouais. Et je me dis, pour moi, la manière de pas lui mentir, c'est de la préparer à ce que va être la réalité de sa vie d'adulte en tant que femme racisée. Tu vois, voilà. Mais j'ai l'impression quand même que les moyens que nous avons aujourd'hui sont différents de ceux que nos parents nous ont donnés. Parce que moi, je sais que mes parents ont voulu me préparer aussi, mais leurs moyens, eux, c'était de me dire « faut que tu travailles 2 fois plus, il faut que… » Tu sais, cette fameuse phrase-là, la baffe de crapaud et la blanche colombe, là. Tu sais, soit une blanche colombe et tout. Et je sais que c'est pas ce que je transmets à mes enfants aujourd'hui, même si je veux les préparer et ne pas leur mentir, ne pas leur faire oui, c'est sûr, c'est le Père Noël qui distribue les jobs après le diplôme. Non, on sait que c'est pas le Père Noël qui distribue les jobs. Mais je pense que il y a un choix, un choix éducatif à faire à ce niveau-là, de dire est-ce que comment est-ce que on peut leur parler de la noirceur du monde. Ouais, et enfin, leur parler de la noirceur du monde, c'est une chose, mais leur dire que même dans ce monde-là, ils auront pas forcément leur place, c'est-à-dire qu'ils seront pas forcément accueillis, et que tu vois, c'est dur de dire à ton enfant, tu risques de ne pas, tu risques d'être discriminé, tu risques de pas, tu vois, pouvoir accéder aux mêmes choses que les autres. Je trouve ça hyper violent, et j'ai pas non plus envie de transmettre, parce que tu parles de la préparation par rapport à nos parents. Moi, ce que je dis souvent, c'est que nos parents, ils étaient dans un questionnement qui est lié à la survie. Quand je dis survie, je dis manger, avoir un toit sur la tête, être habillé. Et nous, maintenant, on est dans des problématiques en fait qui sont liées au bien-être. Que ça veut dire qu'on veut avoir des enfants qui soient sereins, qui soient épanouis, qui évoluent dans une forme d'acceptation de soi, d'équilibre. C'est toutes ces questions-là que nous, nos parents, ne s'étaient pas posées. On les comprend. Maintenant, le tout, c'est de se préparer à ces questions-là sans la colère, en fait. C'est-à-dire sans... moi, ça me met en colère, en fait, de me dire je savais pas tout ça. Et ça a été violent, en fait, les découvertes. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, chaque étape de ma vie, il y a eu des découvertes qui étaient assez violentes sur qui je suis, sur la perception des autres, de mon statut, de mon apparence, etc. Donc, je pense moi, je sais qu'en tout cas, à titre personnel, j'ai à résoudre cette question de pas transmettre trop de colère à ma fille. Et puis après, nos parents, je pense qu'il y a d'autres choses qui nous distinguent d'eux. C'est que déjà, ils avaient un parcours migratoire qui faisait que
peut-être qu'ils étaient prêts, en tout cas pour eux-mêmes, à accepter des choses que nous, on ne peut pas accepter. C'est-à-dire que quand tu vas dans un pays qui n'est pas le tien, tu sais que c'est pas ton pays. Quand tu grandis dans un pays dont on t'a toujours dit que c'était le tien et que tu découvres, en fait, au fur et à mesure qu'on te dit que c'est le tien, mais en fait, on ne te traite pas comme si c'était le tien, tu ne nourris pas le même sentiment à l'égard du pays. Et puis, voilà, vous avez été charpenté par ce système scolaire dans lequel sont vos enfants. Vos parents ne le connaissaient pas, ce système-là. Donc, du coup, il y a aussi un rapport à ce système-là qui est complètement différent. Et je pense que ça joue aussi par rapport à l'institution, rapport aux enseignants, au fait que vous ayez aussi un capital culturel certain. Vous êtes passé par cette école-là et vous êtes allé bien au-delà. Donc, c'est pas pareil. Je veux dire, peut-être qu'il y a aussi une perception de la parole des enseignants qui peut-être est plus apte à la remettre en question parce que tout simplement vous êtes passé par là, quoi. Alors que, et je pense aussi, comme tu le dis, Rokhaya, que le problème se pose dans des termes différents lorsque le racisme vient des professeurs. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on sait que, en tant qu'enfant, la maîtresse, le maître, c'est la personne qui est au bout de la classe, au tableau, là, et qui régente notre petit univers. Alors qu'en tant qu'adulte, on sait que les adultes sont faillibles. Et donc, quand le racisme vient de la maîtresse, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à vivre. Alors moi, j'ai une anecdote très récente, parce que ma petite fille est en CE1. Elle est rentrée l'autre jour en pleurs. Et c'est assez rare, parce que c'est une petite fille qui est assez timide de ses émotions. Et surtout des émotions qui sont considérées comme de la faiblesse, comme les pleurs. Enfin, c'est quelque chose qu'elle ne montre pas parce qu'elle a c'est la dernière, donc il faut qu'elle montre qu'elle est robuste. Et donc j'étais hyper préoccupée parce que c'était un comportement qui était anodin et qui n'était pas anodin, pardon. Et du coup, elle m'a dit oui, la maîtresse. Elle me dit pourquoi est-ce que la maîtresse elle a dit est-ce que je vous parle chinois? Parce que la classe était dissipée et elle a dit mais est-ce que je vous parle chinois pour dire que vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas ce que je dis et tout ça. Et donc la maîtresse a dit cette phrase-là et il y a un petit garçon apparemment dans sa classe, un camarade qui s'est tiré les yeux et ma fille elle m'a dit mais moi je me trouve moche, je veux pas les yeux, mes yeux ils sont moches et puis elle s'est effondrée en larmes et du coup évidemment j'ai écrit 2 lettres, j'ai pris une lettre de 2 pages à l'enseignante en lui disant voilà vous avez dit cette phrase, je pense que vous ne savez pas les conséquences que ça peut avoir parce que je vous parle chinois, peut-être que pour vous c'est une phrase assez ça n'a aucune conséquence, mais pour mon enfant qui comprend un peu le chinois, ça n'a aucun sens et c'est une stigmatisation d'un attribut de sa culture d'origine, de son héritage. Et voilà, donc j'ai voulu, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive souvent quand on est issu, alors là je parle des Asiatiques, mais il y a aussi plein de choses qui peuvent arriver à l'école de la bouche des enseignants ou du personnel périscolaire. Enfin, c'est pas forcément l'équipe pédagogique, mais ça peut être les personnes qui travaillent là et qui viennent des personnes qui détiennent l'autorité en fait pour les enfants. Et c'est pas quelque chose d'isolé. Et comment elle a réagi, l'enseignante ? Alors, l'enseignante a été très réceptive. Elle m'a dit, mais je ne me rendais pas compte. Alors, c'est pour ça que j'étais contente de lui dire, voilà, écoutez, je vous dis quelque chose. Je ne suis pas là pour remettre en cause vos pratiques pédagogiques, mais je veux vous dire que ça a une conséquence sur les élèves. Et elle m'a dit, merci de me le dire. J'y ferai attention. Je vais faire un cours parce qu'ils font EMC, là, éducation morale et civique. Donc elle m'a dit, je vais en profiter pour faire un cours d'éducation morale et civique à ce sujet-là, parce que c'est une enseignante qui est sensible à ça. Peut-être que dans d'autres situations, ça ne passerait pas. Peut-être que la maîtresse, le maître serait... peut se sentir attaqué dans sa manière de faire. Je pense que ça arrive à des parents, ça. Oui, et ça vient de ce que tu disais, Rokhaya, juste avant. C'est-à-dire la question de la légitimité. C'est-à-dire que nous, maintenant, on est légitime pour justement remettre en question des pratiques ou, tu vois, des comportements ou des phrases comme ça qu'on l'air anodines, mais qui blessent les enfants. Nous, on se sent en légitimité pour répondre à ça et accompagner nos enfants. Parce que c'est vrai que quand toi, t'es enfant et que tes parents remettent pas en question l'autorité des profs, mais genre à aucun moment, c'est-à-dire que c'est ta faute. S'il y a un problème à l'école, c'est toi. Il y a une sorte de sacralisation de l'école. En plus, en tout cas pour ma part, pour des parents qui ne sont pas allés à l'école forcément, c'est le seul moyen pour eux
de nous offrir en fait un avenir, c'est-à-dire que c'est la seule voie par laquelle on ne sera pas, nous, à notre tour, des mères au foyer ou des peintres en bâtiment. Donc l'école, il n'est pas question de changer ou de remettre en question ce qui se passe à l'école. Mais de manière générale, c'est-à-dire que pour beaucoup de parents, l'école a un caractère sacré, en tout cas des parents surtout issus des classes populaires. Mais de manière générale, la conception républicaine de l'école, elle est vraiment complètement irrationnelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les phénomènes sociaux s'arrêtent au mur de l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de sexisme, que les enseignants ne sont pas des êtres avec une culture, une histoire sociale, etc. Et que du coup, eux-mêmes ne peuvent pas reproduire au sein de l'école des logiques qui prédominent à l'extérieur. Et cette idée, enfin, je veux dire, on sait que les orientations scolaires, elles sont influencées par la perception qu'on a de l'élève, de sa famille, de sa capacité à s'insérer professionnellement ou socialement. Enfin, il y a plein de choses dont on sait. Et tout le monde, enfin, je veux dire, tous les rappeurs, ils ont au moins une punchline sur leur conseiller d'orientation. Tu vois, donc il y a un problème. Et enfin, il se trouve que tous les rappeurs sont des personnes qui ne sont pas blanches. Donc clairement, il y a cette idée quand même que certaines populations, alors peut-être du fait de la sectorisation, mais pas que, ont été orientées dans des filières, des voies de garage, etc. Parce qu'on ne les projetait pas dans des endroits plus sélectifs. Donc cette idée-là, que l'enseignement serait hermétique à toutes les logiques racistes ou sexistes, ou même homophobes, c'est complètement un fantasme. Mais quand le syndicat Sud Éducation avait organisé il y a 2 ans des ateliers en créant notamment des interpellations sur la question du racisme d'État. Et à l'époque, Jean-Michel Blanquer a voulu porter plainte en disant que c'était scandaleux de parler de ça, etc. Pour moi, c'est vraiment du déni parce que la République n'est pas en dehors de tout ce qui se passe en fait dans la société française. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale a quand même... on est en train de ne pas offrir aux enseignants une formation antiraciste et là ils ont déplacé le problème sur la non-mixité. Enfin, la non-mixité, ça a toujours été un problème de toute façon. C'est ça. Et donc on a parlé de non-mixité, est-ce que c'est quelque chose de légal, alors que en fait l'atelier en lui-même il portait sur la formation des enseignants en cas de racisme. Enfin, c'était vraiment hyper important comme thème. Je suis persuadée qu'en plus la plupart des enseignants qui sont confrontés à ce genre de situation, ils sont hyper demandeurs qu'on leur donne des clés parce que pour certains d'entre eux, ils sont confrontés en fait à des enfants qui sont issus de milieux et de cultures qui sont pour eux complètement inconnus. Et je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils aimeraient qu'on leur donne des clés quoi, pour comprendre ça et justement se mettre à bien réagir. Mais ce déni-là, le problème, c'est que il va avec tout le déni autour de la laïcité, de la République et de tout ce qu'on entend tout le temps. Sauf que ce déni, en fait, il continue à accentuer les expériences traumatiques des enfants. Là, on parle d'enfants, c'est-à-dire qu'on est en train de construire encore une nouvelle génération qui sera dans une intériorisation et dans une reproduction des problèmes qui se passent à l'extérieur des murs de l'école. Et sauf qu'on va ignorer ces problèmes-là et continuer à les perpétuer, en fait. Moi, je suis représentante élue de parents d'enfants, parents d'élèves, pardon, et j'ai accompagné une maman dans une situation de conflit avec l'établissement. Et donc, elle m'avait parlé d'islamophobie, hein, donc c'était quelque chose de très clair pour elle. Et quand j'en ai parlé j'étais présente aux réunions avec la direction de l'école, et quand j'en ai parlé, elle m'a dit. Non, mais quand on est enseignant, on peut pas être raciste, c'est pas possible. C'est-à-dire que il y avait vraiment, c'était vraiment dur pour moi parce que j'étais là en soutien, en aide. C'est-à-dire que et d'entendre ça, c'était déjà hyper violent comme réponse. C'est-à-dire que c'est un déni total du vécu de l'élève, du parent. Et du coup, la communication peut plus se faire, en fait. C'est-à-dire que c'est hyper compliqué, parce qu'ensuite, ça se dégrade, les communications avec les parents, parce qu'on est dans une situation où les gens ne se parlent plus, parce qu'ils ils sentent attaqués de toutes parts. Tu vois. Et c'était hyper compliqué d'être arbitre, enfin pas arbitre, mais d'être au milieu de ça, parce que c'est... Tu vois la voie de garage que c'est.
pour ses enfants, pour ses parents, qui ne sont pas, enfin, ils sont pas dans une situation où ils peuvent communiquer sereinement avec l'équipe. Donc, déjà, de dire que quand on est enseignant, on peut pas être raciste, c'est vraiment, on est dans la mythologie républicaine. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu es enseignant, tu es transformé. Donc l'enseignement a des pouvoirs magiques et tu deviens un être qui n'a plus aucun contact avec la réalité, avec la société, et donc tu es au-dessus. Ouais. Enfin, c'est ça le problème en fait, c'est que tant que tu considères, et je pense que c'est quelque chose qui est très 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 profondément ancré. Donc l'idée de l'éducation nationale, et puis d'ailleurs on célèbre toujours Jules Ferry, qui, rappelons-le, était quand même le ministre des colonies et qui avait parlé du devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. C'est quand même lui qui a inventé l'école gratuite. Donc, je veux dire que la figure tutélaire de l'éducation nationale française soit un raciste notoire et qu'il soit très très difficile aujourd'hui de le questionner, pour moi, ça veut tout dire. C'est-à-dire que tu peux pas célébrer Jules Ferry et dire quand on est enseignant, on peut pas être raciste. Enfin, c'est pas possible. Moi, j'ai encore en tête c'est l'image de cet enfant. Là, aujourd'hui, on parle vraiment du ressenti des enfants. De cet enfant dans les bras de sa maman accompagnatrice qui porte le foulard dans l'hémicycle du conseil régional de Franche-Comté, Bourgogne, en pleurs, parce que sa maman a été interpellée par un élu RN lors d'une sortie scolaire. Et cette image, elle a vraiment blessé d'autres personnes, parce qu'on s'est rendu compte que l'enfant, c'est lui la victime. Enfin, les enfants sont les victimes en fait de ces politiques d'exclusion. Nous, en tant que parents, on essaie de les protéger, mais à un moment, on peut pas, parce que là, cet enfant-là, il a subi de plein fouet les politiques racistes. Et c'est pas qu'une politique, c'est aussi un sentiment national, en fait. J'ai l'impression. Tu vois, à partir du mois, je sais que cette image, bon, je pense, on en a parlé beaucoup et tout, mais moi, vraiment, ça m'a profondément blessée. Parce que je me suis dit, si là, personne ne réagit, si la personne, c'est-à-dire prend la parole officiellement, je parle vraiment du gouvernement, c'est hyper grave. C'est-à-dire que ça voudrait vraiment, pour moi, ça serait une manière de dire, oui, il y a des citoyens qui sont déshumanisés, en fait, parce que là, on voyait plus un enfant et sa mère, on voyait une menace pour la laïcité, pour la République. C'est plus une femme qui, en fait, est humiliée devant son enfant. Et d'autant qu'il faut rappeler que le cadre de cette sortie scolaire, donc c'est cette maman qui prend du temps personnel pour accompagner la classe dans le cadre de ce qu'ils appellent la semaine Ma République et moi. Donc, elle est dans un engagement, en fait, parce qu'elle vient et ça veut dire quelque chose pour cette femme et pour cette classe et pour ses enfants, d'être acteur d'un moment citoyen. Et ça se transforme en fait en lynchage et en humiliation. Donc c'est très clair maintenant. Moi je pense que là le message il est très clair. Quand je parlais tout à l'heure de préparer nos enfants, malheureusement, nous on n'a pas le luxe, quand on a des enfants racisés, et peut-être encore plus quand ils sont dans des écoles REP+, dans des écoles de quartier où il n'y a pas forcément de moyens, etc. On n'a pas le luxe de rester dans ce déni. Nous on peut pas. En fait, on est obligé de les préparer à ce qui se passe. Et tu parlais des conseillers d'orientation. C'est une vraie question de l'orientation où je pense que c'est un vrai accélérateur d'injustice, quoi. Il y a un truc... moi, j'ai encore en tête cette phrase, et pourtant, j'avais 12 ans, je crois, ou 13 ans. Et donc, au moment de l'orientation en classe de 3e, elle voulait m'envoyer, comme plein de filles arabes, en SMS, sciences médico-sociales, puisque nous, on est des soigneuses, hein, c'est connu, tu vois, les filles arabes, elles sont... Donc voilà, donc elle me dit SMS, et moi, genre, je me dis, mais vraiment, je m'en rappelle de m'être dit, mais pourquoi ? Genre, et je lui ai dit, mais madame, j'ai des bonnes notes. J'ai des bonnes notes en français, en histoire et en langue et tout. Et elle me dit, oui, mais Faiza, elle m'a dit cette phrase, il faut que tu te rendes compte qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. C'est-à-dire que... Wow. Et c'est horrible. Ouais. Et donc je me dis, mais en fait, c'est tu vois, elle m'a mis un tampon de t'es pas la pire, mais bon, t'es quand même dans les pires. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas te rendre compte que t'es nulle. Donc en fait, elle m'a complètement, elle m'a séché, quoi. Je me suis dit, tu vois, j'avais 13 ans. Et c'est resté. Qu'est-ce qu'elle devient qu'on lui adresse un message de sympathie? Mais Inch'Allah qu'elle est morte. Inch'Allah qu'elle est plus conseillère d'orientation, parce que c'est très grave de faire ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'échappe à cette condition, en vrai, parce que c'est ouf. J'ai eu de la chance dans mon parcours, mais en vérité, j'aurais très bien pu m'orienter là où elle m'avait dit, parce que c'est la toute puissance de la parole de la représentante de cette institution qu'est l'école, tu vois, qu'on met au-dessus de tout. Mais ça, c'est terrifiant, en fait, de voir à quel point les gens peuvent avoir des anticipations très réduites et des ambitions très, très réduites par rapport à ce dans quoi tu peux te projeter, quoi. Et du coup, si t'as pas, toi, une estime suffisante de toi-même,
si t'as pas un contexte qui te soutient et qui te permette en fait effectivement d'aller ailleurs par rapport à ce qu'on t'a recommandé, bah tu te retrouves dans un endroit où tu n'es pas du tout épanoui, quoi. Et ça, c'est une catastrophe. Et on va en revenir aussi à l'extrait qu'on avait lu de Un homme, ça ne pleure pas, la dernière fois que tu es venu. Mais toi, ton parcours, il est accidentel. Et c'est exactement ça que tu racontes dans ce livre par rapport au parcours de cette femme, Dounia. C'est qu'il faudrait que les orientations de nos enfants, les carrières de nos enfants ne soient plus accidentellement ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire qu'il faut que le système change pour que ce soit le contraire. C'est qu'une une erreur soit accidentelle, mais que ce ne soit pas la normalité en fait, de l'orientation de nos enfants. Ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais je trouve que pour beaucoup, c'est difficile à entendre. C'est-à-dire quand je dis, moi, ma réussite, elle est accidentelle, ça surprend, parce que moi, j'ai un problème, et tous les gens qui me connaissent le savent, c'est vraiment un truc contre lequel je me bats, le truc de quand on veut, on peut. Oui, mais c'est faux. C'est insupportable, et en fait, il faut dire que c'est pas des réussites systémiques, malheureusement. C'est-à-dire que le système scolaire français, il est pas fait pour que des gens comme vous et moi, on ait des parcours d'excellence, où on est, tu vois, des succès, malheureusement, et je le déplore. J'aimerais tellement que ce soit le contraire, mais là, et le problème aussi, c'est que les échecs, pour le coup, alors c'est pas la faute du système, là, tout d'un coup, c'est la faute de l'individu, c'est la faute du contexte social, des parents évidemment, parce qu'ils sont tout le temps incriminés, responsabilisés sur les échecs, et sur les succès, c'est l'école, et c'est Jules Ferry et ma conseillère d'orientation, cette conne, et plein d'autres gens qui seraient du coup, eux, responsables des succès. Et on s'approprie ces succès en disant voilà ce que produit l'école française, mais c'est faux. Mais de toute façon, on a des chiffres, les enquêtes internationales qui montrent régulièrement que la France est l'école française est celle qui reproduit le plus les inégalités sociales et qui permet le moins aux personnes de ce classe sociale moins favorisées de sortir de leurs conditions sociales. Donc c'est quelque chose qui se vérifie même en comparaison du reste du monde. Il y a un sociologue qui s'appelle Bernard Lahire là, qui a publié un ouvrage récemment et il parle, lui, de délit d'initié culturel. C'est-à-dire que dès la maternelle, on est déjà dans un système où il y a une différence trop grande de capital, de vocabulaire, de culture. En fait, on est déjà dans une inégalité de fait. Et en fait, normalement, l'école, en tout cas à mes yeux, moi, le rôle de l'école, c'est de réajuster, c'est-à-dire de rééquilibrer, parce qu'on ne peut pas refaire le monde, mais l'école peut rééquilibrer ces différences de capital. Et là, l'ennui, c'est que j'ai le sentiment vraiment qu'elle pousse, qu'elle rend ces écarts encore plus grands. Mais il y a même des gens qui pensent que, notamment avec ce qui se passe actuellement, avec les réformes qui sont engagées là depuis quelques années, que le but, c'est vraiment de pousser le libéralisme à son paroxysme en triant très très tôt les mauvais éléments et en misant en fait tous les moyens de l'éducation nationale sur ceux dont on considère qu'ils vont être les futurs cadres. Et donc du coup, on peut imaginer que c'est une stratégie libérale qui considère que tout le monde ne doit pas réussir. Et qu'effectivement, ceux qui doivent pas, il y en a qui sont formés pour être au service de ceux qui vont réussir. Et quand on regarde les choses telles qu'elles se déroulent depuis une quinzaine d'années maintenant, on voit bien qu'il y a un problème qui s'amplifie, quoi. Et qu'effectivement, le projet, c'est pas de faire en sorte que tous les élèves aient les mêmes chances. Alors on va arriver presque à la fin de cet épisode, déjà, ça passe hyper vite. Donc je voudrais, en conclusion de cet épisode sur le racisme à l'école, dire que moi je pense qu'en tant que parent, c'est hyper important d'écouter nos enfants et de les croire en fait quand ils évoquent quelque chose. Alors parfois, souvent j'ai pas de solution, mais déjà de les écouter, d'écouter mes enfants et de leur dire d'être honnête avec eux en leur disant écoute, moi aussi j'ai vécu la même chose, de pas leur dire moi j'ai été fort, tu peux être fort. C'est pas ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est de leur dire moi quand je l'ai vécu, j'ai vécu la même chose que toi et c'était dur. Et bien là que je te fasse un petit câlin parce que c'est comme ça aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas l'éducation que moi j'ai eue. Mais j'ai envie de le faire, j'ai envie de leur dire, voilà, c'était dur, viens là, et puis on va essayer de trouver une solution. Donc voilà, j'ai écrit une lettre à la maîtresse, on n'a pas forcément l'occasion de le faire, et on peut pas forcément s'exprimer auprès des enseignants, mais voilà, je pense que, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi à me défaire, à aider un peu mes enfants. Et je voudrais aussi dire à celles et ceux qui seraient représentants de parents d'élèves,
dans leur établissement qu'ils peuvent aider d'autres parents dans ces situations-là en étant un médiateur, c'est-à-dire en étant présent lors de discussions qui peuvent vite s'enflammer parce qu'on parle de l'intérêt de nos enfants. Et lorsqu'on parle de l'intérêt de nos enfants, on est vraiment à fleur de peau. On veut vraiment le meilleur pour eux et on est plus vulnérable qu'à d'autres moments. Et aussi, si vous avez l'occasion de réclamer auprès de vos établissements des formations, des interventions extérieures pour vos enfants, des personnes qui viendraient, comme Lilian Thuram, je sais que sa fondation propose ce genre d'intervention de Lilian Thuram, ou même il y en a d'autres qui font ça, de demander ce genre d'espace pour les enfants, pour qu'ils discutent des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au sein de l'école, entre les enfants, même avec les enseignants si possible, de manière pas anonyme, mais le fait que ça ne leur retombe pas dessus ensuite, parce que c'est ça aussi le risque pour nos enfants. Et toi, Faiza, est-ce que tu as des stratégies que tu as adoptées déjà sur le plan personnel et des choses que tu pourrais recommander aux parents par rapport à leurs enfants, par rapport aux enseignants, pour conjurer ce genre d'attitude? Mais justement, ne pas reproduire cette espèce de toute-puissance du système scolaire qui aurait raison sur tout. Moi, je sais que, comme à titre personnel, mes parents, l'objectif majeur, c'était d'avoir des bonnes notes. Même moi, avec ma fille... ce que je me dis, c'est que pour moi, ce qui compte dans ce que j'ai envie de lui transmettre, c'est qu'elle soit heureuse d'aller à l'école. Et ça a l'air bête de le dire comme ça, mais je trouve que c'est une des conditions fondamentales de la réussite, c'est d'être épanoui, d'être content d'aller à l'école et d'apprendre et de revenir à ces choses-là qui sont dans la bienveillance, en fait. Et de garder en tête, en effet, que donc, la question de la légitimité, pour nous, elle est réglée. Qu'on a fait l'expérience du racisme à l'école, en dehors de l'école, et que on sait ce que c'est, qu'on est capable d'accueillir cette parole aussi de nos enfants, comme tu le disais, Grâce, d'écouter. Et voilà, de juste parler du succès, parler de la réussite avec nos enfants d'une autre façon que la notation et tout ce qui appartient justement au système qu'on peut remettre en question. Là, pour moi, la réussite, c'est d'apprendre à vivre avec les autres, d'être indulgent avec ses camarades, d'être sympa et d'être content d'apprendre. Merci beaucoup. On a beaucoup de choses à dire. On avait voulu aborder la question de la gentrification, la sectorisation, etc., du contournement de la carte scolaire, mais ce sera pour une autre fois. Ça, c'est une vraie question. Le progressisme non progressiste. Merci beaucoup, Faiza, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'était un plaisir. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur cet échange. Je pense que peut-être d'autres auditeurs, auditrices ont connu ce genre de situation. Donc si vous aussi, vos enfants ont été confrontés au racisme à l'école, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution, écrivez-nous à kiftaras@binge.audio ou bien contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter ou avec le hashtag kiftaras sur Facebook. Kiftaras, c'est un podcast de Binge Audio réalisé aujourd'hui par Victor Dubin. On se retrouve dans 15 jours ou peut-être dans moins, ça varie en ce moment, pour un nouvel épisode de Kiftaras. Merci Grâce. Merci Rokhaya. Merci Faiza. Merci à vous.